Donc bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous recevoir ce soir pour la deuxième masterclass du DU de philosophie de la psychiatrie. On reçoit ce soir Jérôme Englebert. Alors avant de vous présenter Jérôme Englebert, un petit mot sur le contexte de cette masterclass. Il s'agit d'une masterclass ouverte dans le cadre du DU de philosophie de la psychiatrie, le diplôme interuniversitaire de philosophie de la psychiatrie qui implique l'université de Bordeaux, l'université de Toulouse et l'université Aix-Marseille. Alors ce DIU, pour lequel il y a un certain nombre de modules pour les inscrits, s'associe à un fil rouge de masterclass chaque année où des intervenants sont invités pour discuter d'un thème d'actualité autour de la philosophie de la psychiatrie qui peut se greffer autour du contenu formel du DU pour les étudiants et étudiantes qui sont inscrits. Alors un petit mot en quelques minutes sur ce DIU. Il y a plusieurs modules. Il y a trois modules euh, euh, systématiques chaque année qui se répètent chaque année. Un premier module à Bordeaux, qui est une introduction à la philosophie de la psychiatrie et qui aborde ensuite plus spécifiquement la philosophie des classifications et de la sémiologie, avec notamment, vous voyez, une intervention de Jérôme Englebert qui intervient dans le in, si on peut dire, du DU, on le remercie, et dans le off des masterclass, qui sont pas vraiment off, qui sont euh, la cerise sur le gâteau de ce DU. Et puis une approche beaucoup plus épistémologique qui se veut dans ce premier module à Bordeaux. Donc ça, c'est une première 3 jours en présentiel. Puis, cette année, une version en distanciel qui pourra peut-être changer, mais depuis le Covid, on est en format mixte, où on aborde à Toulouse la phénoménologie. L'état d'esprit de ce DU est d'être un DU de philosophie de la psychiatrie, mais de ne pas avoir décidé de proposer un panorama exhaustif de l'entièreté du champ de la philosophie de la psychiatrie, bien qu'on vous présente en introduction à Bordeaux ce panorama, mais de faire un focus plus précisément sur la phénoménologie avec un module entièrement dédié à cela, autour de l'introduction à la phénoménologie et une phénoménologie du soi et du corps et une phénoménologie des psychothérapies à Toulouse. Le troisième module se situe à Marseille, où on va poursuivre la phénoménologie en psychiatrie, la phénoménologie psychopathologique, mais on va aborder aussi comment la phénoménologie peut s'hybrider avec la neurophénoménologie et les recherches scientifiques et subjectives pour réinsuffler à ce moment-là de l'épistémologie. Ça, c'est les trois modules quand on est inscrit au DIU. Et puis ensuite, ben, il y a une école d'été où le thème change chaque année. Et cette année, le thème à Toulouse est crise épistémique et aliénisme euh, aliénisme psychotique, j'allais dire, aliénisme spéculatif sur un programme qui chaque année essaye de travailler une thématique avec les outils de la philosophie de la psychiatrie, un outil pas encore complètement établi, un peu un outil en marge, un outil qui, pour un domaine qui est encore un peu en marge du champ de, de la psychiatrie. Donc, il y a un fil rouge de masterclass. Donc, pour le programme, on a commencé par Laurence Kiermaier et vous avez la vidéo de sa masterclass sur notre chaîne euh, YouTube. Ensuite, on est avec Jérôme Englebert là, le 10 avril pour poursuivre le 15 mai avec Yves Sarfati qui vient de sortir un livre sur Villedoché et l'intersubjectivité du copensé et Jean-Philippe Pierron pour la vulnérabilité euh, dans le soin. Et on aura Alexis Revet en septembre, mais j'ai pas mis à jour la date et c'est Tudy qui a la date exacte. Voilà pour une introduction sur le DU. Et peut-être je laisse du coup professeur Michel Sarmolach, qui est le responsable du DU à Marseille, introduire cette masterclass. Oui, merci Jean-Arthur, on est vraiment ravis à chaque fois d'accueillir Jérôme Anglebert, qui est professeur de psychologie en Belgique aux universités de Bruxelles et de Louvain. Jérôme intervient au sein de notre programme de manière régulière et fidèle, mais avec des thématiques à chaque fois différentes. Et ça faisait quelques années que tu nous citais, Jérôme, la question du Rorschach, y compris dans une application clinique, peut-être on pourrait dire hétérodoxe, peut-être inattendue, ou en tout cas
pas classiquement comme on pourrait s'y attendre. Tu vas donc nous parler de l'utilisation du Rorschach dans ta pratique clinique. Je te passe de suite la parole. Et à toi de partager. Normalement, tu peux partager. Voilà, c'est ça. Ah, Toi, voilà, voilà, pardon. Jérôme. Excusez-moi, j'avais pas mon micro. Merci, merci beaucoup. Je vais partager. Euh, euh, je tiens d'abord à vous remercier très chaleureusement et dire que c'est un plaisir et un honneur de faire cette intervention. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre amitié sans cesse répétée que j'ai la chance de partager maintenant depuis plusieurs années et notamment autour de ce DIU. Je me permets juste avant de mettre mon PowerPoint, parce que c'est tout frais, il y a 1 heure que je l'ai reçu, même pas. Ah J'aurais oui. dû demander la permission à Georges Turan, mais j'ai Oh non, oublié, mais mais bien sûr, je on vois vient ce de que tu recevoir veux dire. l'affiche du colloque que nous organisons en Belgique. Alors, je vais voir si je sais vous la partager très vite, et puis je pourrais la remettre peut-être à la fin de mon exposé si ça intéresse. Ça prend 2 secondes. Donc, je vais dans Partager. Voici la belle affiche. Vous allez voir, en plus, elle est très belle. Vous voyez comme ça? Oui, très bien. Très belle Eh ben affiche. voilà, super. Voilà, super. Et donc, c'est un colloque, je me permets juste de le dire, puisque beaucoup autour ici en tout cas autour du DIU collaborent à ce projet. C'est un colloque qui aura lieu en Belgique. Alors, à la base, c'était à Namur, mais finalement, ce sera Louvain-la-Neuve et Bruxelles qui sont où je travaille, qui aura lieu du 3 au 5 décembre 2025 sur les situations limites, avec une invitée de très haute facture. Et là, vous voyez l'appel à communication qui sera diffusé demain, normalement. J'attends encore le PDF avec le document, mais normalement, on l'aura demain matin. Et je le diffuserai à beaucoup, mais notamment Jean-Arthur pourra peut-être le faire au sein du DIU si ça intéresse. C'est un colloque qui est entièrement gratuit. Et on vous invite aussi, bien sûr, à soumettre des propositions. Alors, maintenant que je vous ai montré ceci, je vais arrêter mon partage et je vais ouvrir mon PowerPoint. Voilà. Alors, ça devrait être aussi simple normalement. Voilà. Et si je fais ceci, c'est pas certain que vous êtes en train de voir le grand écran là, non? Non, on voit Non. les outils Ouais, du ouais, présentateur. attends, il faut juste que je fasse un autre partage. Ça va prendre 2 secondes. Vas-y, vas-y, prends ton temps, installe-toi. Alors, attends, voilà. Ah, voilà, c'est ça que je dois faire. Et, et donc maintenant, je dois faire ça. Et donc ici, ça devrait être bon. On Parfait. est. Vous avez le grand écran, là, c'est bien Ouais, juste? merci. Ok, super. Voilà, donc je vous remercie encore et donc je suis très content de pouvoir parler du Rorschach, qui est un test que j'utilise effectivement dans ma pratique clinique depuis plus de 20 ans. C'est un test que j'ai appris à l'université, que m'a enseigné un monsieur qui a beaucoup d'importance pour moi, qui s'appelle Christian Mormon, qui est vraiment une des personnes à qui je dois vraiment beaucoup de choses dans la clinique. Et je l'ai appris à travers différentes méthodes, mais pas directement à travers la phénoménologie, en tout cas pas de manière assumée. Mais j'ai tendance à penser que l'atmosphère était phénoménologique. Et ici, finalement, je vais faire une sorte d'exercice de venir voir comment on peut adosser au Rorschach des, des, une réflexion phénoménologique, c'est vraiment l'objectif, hein, ou on pourrait dire phéno-existentialiste. Et je dois aussi, et je précise aussi que j'ai eu la chance d'enseigner le Rorschach pendant plus de 10 ans à l'université, ce qui fait aussi que j'ai vu passer énormément de protocoles, puisque je lisais les travaux des étudiants, et aussi les protocoles que j'ai fait passer. Mais donc, je veux dire que c'est une matière qui finalement m'occupe beaucoup, et pour moi, c'est un test clinique absolument, c'est même une épreuve clinique absolument fascinante. Et je vous propose un peu de plonger dans le monde du Rorschach. Alors j'imagine que parmi les participants, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais vu ce qu'étaient les planches de Rorschach. Peut-être, probablement beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, en ont peut-être même des représentations particulières. Peut-être que certains le connaissent assez bien. Je vais essayer évidemment de tenir un propos suffisamment pertinent pour en dire beaucoup et en même temps suffisamment éclairé pour vous introduire aussi le test de la manière la plus intéressante pour vous qui soit possible de faire. Alors, pour commencer, je vais vous montrer évidemment quelques planches. Je précise peut-être que le test de Rorschach donc, est un test, on y reviendra, mais qui a été publié en 1921. Donc, c'est un jeune centenaire. Il est évidemment classiquement considéré comme un peu
l'appendice du psychologue. Hein. Le psychologue on le représente souvent d'ailleurs avec ses taches d'encre hein, dans le monde plus culturel. Cela dit, c'est un test qui, jusqu'il y a peu, était encore le test le plus utilisé au monde. Et on voit maintenant que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ce n'est plus ce test-là. Il a été remplacé par des tests plus objectifs avec notamment reposant sur des données statistiques plus fortes. Quoique, il y a évidemment débat sur la question, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je voudrais aussi préciser que le test, je vais en dire beaucoup de choses, mais simplement dire qu'il y a 10 planches et que ces 10 planches sont toujours les mêmes. C'est une question qu'on pose parfois, en disant, mais est-ce que c'est toujours exactement les mêmes? Oui, c'est toujours exactement les 10 mêmes planches. Et vous allez voir, on va les parcourir au fur et à mesure de la présentation. Alors, je commence ici en vous montrant une planche. C'est la 5e planche, grand classique du Rorschach. Et je veux simplement vous montrer ça pour vous mettre dans l'atmosphère et bah voilà, vous demandez ce que vous voyez, ce que ça pourrait être, hein, ce qui est la consigne que l'on donne au patient quand on lui administre le test. Qu'est-ce que cela pourrait être? Et vous voyez probablement que qu'est-ce que vous voyez là? Ben, probablement que vous voyez peut-être une chauve-souris, peut-être un papillon, peut-être que vous voyez des oreilles de lapin sur le haut, peut-être que vous voyez des gueules de crocodile sur le côté, peut-être un bec de canard à l'envers, etc., etc. Et on voit tout de suite qu'il y a donc des perceptions qui sont probablement plus pertinentes que d'autres, qui apparaissent plus raisonnables que si je vous disais que je vois une maison, par exemple, en observant cette image. Et donc, on voit tout de suite que le Rorschach nous permet de dire tout ce qu'on voit, mais en même temps en tenant compte d'une certaine épaisseur de la réalité. Alors, je vous montre une deuxième planche pour vous montrer aussi toutes les subtilités de l'objet. Ici, c'est la 10e planche, hein, qui est souvent considérée un peu comme la signature du test, où là, on voit apparaître d'une part les couleurs. Certaines planches ont des couleurs, d'autres pas, on va y revenir. Et on voit aussi apparaître quelque chose qui est fort important pour le Rorschach, c'est l'estompage, c'est-à-dire les nuances, les variations de couleurs à l'intérieur de la tâche, et ce sont des données la capacité de percevoir ces nuances-là, de les focaliser ou pas, on va considérer, vous verrez, on en discutera, que ça a une incidence sur les capacités perceptives du sujet et sur la manière qu'il a de rentrer en contact avec un stimulus complexe, partant du principe que cette complexité du stimulus, c'est en quelque sorte la complexité du monde dans lequel on essaye de fonctionner, si on veut faire une première forme d'analogie. Alors voici les 10 planches, comme ça vous les avez vues. Alors il y a eu un grand débat d'ailleurs de dire est-ce qu'on peut montrer les planches, est-ce qu'on n'est pas en train de rompre le pacte implicite du Rorschach en montrant les planches comme ça à tout le monde, en les mettant sur Internet. Maintenant, si vous tapez sur Google les 10 planches de Rorschach, vous les aurez tout de suite. Et en l'occurrence, c'est pas tellement un problème. On estime que c'est un test qui n'est pas si falsifiable que ça. Et même après la présentation que je vais vous donner, vous n'aurez pas les outils pour... Mais c'est un type qui fait une conférence. Ah, quelqu'un qui prenait la parole. Et donc, c'est un outil qui n'est pas si facilement falsifiable que cela. C'est d'ailleurs un test qui demeure utilisé aujourd'hui dans le monde des expertises assez régulièrement et à mon avis avec pas mal d'intérêt. Alors, je me permets un tout petit encart introductif et de vous parler d'un tout récent travail qui a été publié dans l'Évolution psychiatrique où j'ai eu l'occasion d'interviewer mon collègue et notre collègue et ami Louis Sass, qui est professeur aux États-Unis à Rutgers dans le New Jersey, vraiment juste à côté de l'État de New York. Et je me permets simplement d'attirer votre attention sur un tout petit passage de la discussion que nous avons eue, Louis et moi, puisque Louis est, à ma connaissance, un des autres rares phénoménologues à s'intéresser au Rorschach et à l'enseigner lui aussi à l'université depuis maintenant de nombreuses années. J'ai 2 petites dias où je restitue le dialogue que nous avons eu. Je vais vite le lire parce que vous allez voir qu'il va dire beaucoup de choses qui va un peu planter le décor et qui va dire beaucoup de choses sur lesquels je reviendrai. Donc je lui demande, il n'y a pas grand monde en plus de tes étudiants à le savoir, mais tu es un fin connaisseur du test de Rorschach. Donc je dois préciser que Louis Sass, c'est vraiment un des grands représentants de la phénoménologie psychiatrique contemporaine et un des tout grands spécialistes, notamment de la schizophrénie. Hein. C'est un auteur dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Je me souviens que j'en avais parlé quand j'étais venu faire une séance au DIU et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, qu'on a eu l'occasion d'inviter à plusieurs reprises en Belgique, à Toulouse, en Europe et donc avec lequel nous avons la chance à plusieurs de travailler depuis plusieurs années. Et donc, je révèle le fait que Louis enseigne depuis plus de 30 ans le test de Rorschach
Et je lui demande si je te dis que l'essence même du test de Rorschach est phénoménologique, qu'en dis-tu? Louis répond, je serais tout à fait d'accord. Je crois que si on comprend bien les intentions d'Hermann Rorschach, même s'il ne le disait pas explicitement, toute l'idée de ce test a plus à voir avec la phénoménologie que n'importe quelle autre perspective en psychologie. Il est bien reconnu que les cotations les plus importantes qui captent le sens du test, ce sont les déterminants et pas les questions de contenu. Donc, ce qui va déterminer la réponse et non pas le contenu de la réponse. La vraie essence du test a à voir avec la manière dont la personne donne structure à sa vie perceptuelle. À mon avis, il y a une petite erreur de copier là. Dans la manière dont la personne structure sa vie perceptuelle. Et ça, c'est une question tout à fait phénoménologique, nous dit-il. C'est l'idée très merleau-pontienne que c'est dans la perception que se manifeste l'essence de l'expérience humaine. Au début, nous sommes des organismes qui perçoivent le monde, bien sûr, pas seulement dans un monde visuel, mais le monde visuel est spécialement important dans la structuration du champ de conscience de la personne humaine. Alors, c'est exactement ce que le test du Rorschach examine, nous dit Louis, et je crois que c'est peut-être le seul test qui examine cette dimension. Je suis d'accord avec lui. Je crois qu'il y a quelque chose qui est plus au cœur de ce que c'est d'être conscient dans le Rorschach. Et ça, c'est la perception même. Hermann Rorschach, il est mort très jeune, bien sûr, mais il s'intéressait, on va y revenir dans quelques instants, mais il s'intéressait beaucoup à la philosophie et à l'art. Et je crois que c'est clair qu'il avait une appréciation du point de vue phénoménologique sur le monde. Seconde dia, et puis on rentre dans la matière. Je demande alors à Louis, on pourrait donc dire que le Rorschach est en quelque sorte une capture sophistiquée d'un échantillon d'être au monde du sujet, ce qui fait d'ailleurs écho au titre de ma présentation du jour. Louis répond, oui, je suis d'accord. Il faut admettre qu'il y a des protocoles de temps en temps qui ne montrent pas beaucoup, pour différentes raisons, mais souvent, ça peut montrer le monde vécu, l'être au monde du client. Moi, ce que j'aime dire à mes étudiants, c'est que le Rorschach, c'est le test qui arrive à capter au plus proche quelque chose qui ne peut pas être capté, c'est-à-dire la conscience congelée. C'est une très belle formulation, je trouve. Bien sûr, ce n'est pas vraiment la conscience congelée parce que c'est quelque chose qui a été formulé par le sujet. Le sujet peut ne pas dire ce qu'il voit tout de suite. Il peut changer tout cela. Il peut inventer des choses. Il peut mentir, bien sûr. Alors, ce n'est pas vraiment la conscience congelée, mais quand même, c'est plus proche de ça que n'importe quel autre test. Et quel est le vrai but de la phénoménologie? C'est bien sûr de capter la conscience et de connaître de l'intérieur la conscience de l'autre. Mais si on est psychologue et si on veut examiner ou étudier la conscience de l'autre, il faut avoir quelque chose qui est un peu statique, qui ne change pas trop pour qu'on puisse l'examiner. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mieux que le Rorschach pour capter la conscience congelée? Donc voici un peu tout le programme finalement du propos que je vais vous donner aujourd'hui. Alors propos qui alternera entre des dias où je vais parcourir ce qu'il y a sur la dia et quelques passages où j'ai des morceaux plus de texte que j'ai rédigés, que je vous transmettrai. Alors commençons d'abord par quelques éléments historiques parce que ce sont des choses assez importantes. Hermann Rorschach est mort en 1884 et est né pardon en 1884 et mort décédé en 1922. Et je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que le test était né en 1900, enfin avait été publié en 1921. La naissance du test date de 1921. Et donc on saisit vite que Rorschach n'a pas pu donner à son test toute l'ampleur qu'il aurait voulu donner puisqu'il est décédé rapidement après. Rorschach, vous voyez apparaître ici, on dit souvent qu'il ressemble à Brad Pitt, c'est un grand classique de le dire. Il est issu, donc Rorschach, d'une lignée d'artistes, notamment un père peintre, apparemment assez talentueux, et professeur d'art. Rorschach, quand il était jeune, quand il était adolescent, était surnommé Klex dans sa jeunesse, Klex voulant dire tâche en allemand, pour son intérêt pour le jeu populaire et à la mode des taches d'encre, la klexographie. Et donc, on voit que Rorschach a à la fois inventé des choses et en même temps, il est peut-être simplement allé puiser aussi dans la culture ambiante qui était la sienne, mais comme peut-être la plupart des inventeurs, cela dit. Rorschach était un dessinateur passionné et un très bon dessinateur et il était passionné de peinture. Il hésitera d'ailleurs longtemps entre la voie artistique ou la voie de la médecine. En 1906, il soutient une thèse sur les hallucinations réflexes sous la direction d'Eugène Bleuler, ce qui le place déjà dans un environnement
particulier. Je rappelle que Bleuler, c'est l'inventeur du concept de schizophrénie et ce sera le maître notamment d'un certain Eugène Minkowski qui aura beaucoup d'influence dans le champ de la phénoménologie. On va y revenir. Alors, Rorschach est considéré comme un original. Ses tentatives de fusionner à la fois la science et l'art, ainsi que son mariage avec une expatriée russe, le positionne en marge de l'intelligentsia suisse de l'époque. On le considère comme un original, pourrait-on dire. Il travaille dès lors non pas dans les grands hôpitaux qui ont la cote, mais plutôt dans des hôpitaux ruraux, isolés, où il consacre le début de sa carrière à la pratique clinique, je dirais, la plus proche du terrain et de la réalité difficile, évidemment, de la psychiatrie de l'époque. Il participe, cela dit, c'est un type érudit, qui lit beaucoup, c'est également un intellectuel assez chevronné, et il participe à la formation, à la fondation pardon, de la Société suisse de psychanalyse en 1919 avec Oskar Pfister, Oberzoller, Mira Ginsburg, et il devient d'ailleurs vice-président de cette société. Je précise d'emblée que Rorschach ne sera jamais un grand défenseur de la psychanalyse. À l'époque, la psychanalyse est un peu l'objet qui permet de penser la clinique émergente en complément de la sémiologie psychiatrique. Mais Rorschach ne sera jamais un défenseur de la métapsychologie freudienne. Et d'ailleurs, il y a plutôt des traces dans la littérature qui suggèrent qu'il n'était pas totalement convaincu par l'hypothèse de l'inconscient, du refoulé, etc., etc. Et comme je vous le disais, il décède en 1922 sans connaître la réussite que rencontrera son test publié en 1921. Et donc, il ne pouvait pas se douter que 100 ans plus tard, on ferait encore des conférences ou des cours qu'on utilisera encore son test dans le monde de la psychologie. Alors, je vais quand même un tout petit peu détailler ce contexte historique et vous verrez, c'est intéressant parce qu'il nous permettra de dire plusieurs choses un peu plus tard. Hermann Rorschach donc était formé pendant la période la plus illustre et la plus productive pardon, de la psychiatrie et de la psychologie suisse. Peut-être d'ailleurs tout simplement la période la plus illustre de l'histoire de ces disciplines. Pendant ses études à Zurich, il a appris sous la direction de Bleuler, qui est un parfait contemporain de Freud, à Bleuler, et donc de Husserl, à une année près. Bleuler qui est connu, je le disais tout à l'heure, pour avoir inventé le terme de schizophrénie. Sous sa direction, à l'hôpital du Burgosli, il sera notamment influencé par la psychanalyse freudienne. On sait que Bleuler a beaucoup discuté, entretenu une correspondance avec Freud qu'il rencontre en 1904. Et c'est un environnement que développe Bleuler assez étonnant, qui associe un savoir scientifique et médical rigoureux à des approches novatrices comme celle de la psychanalyse, ce qui est finalement assez détonnant à l'époque où on a plutôt soit des milieux ouverts à la psychanalyse, soit avec la rigueur scientifique. Et là, on essaye d'allier les deux. J'entendais d'ailleurs parler tantôt de Vidlechet, et je sais que Vidlechet était un des grands psychiatres et psychanalystes français qui lui aussi associait, je pense, cette grande rigueur scientifique et psychanalytique. Les notions de Bleuler ont clairement eu un impact sur les premières réflexions de Rorschach concernant les hallucinations réflexes et plus tard sur ce que l'on appellera la kinesthésie ou les réponses mouvement. Et donc, rappelez-vous, cette tache d'encre que je vous montrais tout à l'heure de la chauve-souris, vous imaginez bien que c'est très différent de voir une chauve-souris ou de voir une chauve-souris en train de voler. Et Rorschach va être très, très intéressé, on va y revenir, sur la notion de mouvement, sur la capacité à percevoir du mouvement. Et c'est certain que c'est déjà chez Bleuler qu'il va trouver ces dimensions-là. L'influence de Bleuler dans le livre majeur de Rorschach qui s'appelle Le Psychodiagnostic, qui est donc le livre qui verra la publication du livre en 1921, la publication du test. Dans ce livre, l'influence de Bleuler est aussi très importante en ce qui concerne la présentation des cas cliniques et des références nosographiques. On sent vraiment l'héritage et même l'école bleulerienne derrière de manière très nette. C'est d'ailleurs un superbe livre à lire, ne fût-ce que d'un point de vue sémiologique. Je ne peux que vous le renseigner. Il est publié au PUF, c'est un livre rouge. Je vous montrerai l'image dans quelques instants. Et c'est un livre qui demeure avec une grande actualité, beaucoup d'intérêt. Alors, Rorschach a également suivi des cours donnés par Jung, Carl Gustav Jung, que nous connaissons évidemment, qui avait alors acquis une notoriété mondiale pour ses expériences d'association de mots.
Jung est parmi les premiers à examiner les réactions individuelles et physiologiques aux stimuli verbaux en incorporant la théorie psychanalytique dans ce qui allait devenir une étude des complexes inconscients. Et on sait que Jung aura une rupture avec Freud et développera sa propre psychanalyse. On l'oublie souvent, mais l'influence de Jung sur la psychiatrie suisse et mondiale était au début du XXe siècle absolument immense, elle était considérable et elle est également évidente dans le système naissant de Rorschach, en particulier en ce qui concerne les concepts tels que l'Erlebnis typus, qu'on utilise toujours aujourd'hui dans la cotation du test et qui est un concept typique de Jung, qui est lié aux grandes classifications de type, des typologies de Jung, on traduit en français ce concept par le type d'expérience intime qu'on retrouve notamment dans les outils de référence du Rorschach contemporain. L'influence de Jung sur Rorschach s'étend peut-être au-delà des techniques projectives, des complexes et des types psychologiques, via son appréciation et sa collaboration avec l'un des psychologues et polymathes les plus influents de l'histoire, William James, psychologue, polymathe, mais aussi philosophe. James apporte notamment des idées sur l'expérience des kinesthésies et il a pu décrire ces kinesthésies dans le sens musculaire de la perception. Ce sont les mots de James. Et on sait que Rorschach, on ne sait pas si Rorschach a lu James, mais on sait que Rorschach a entendu parler de James via Jung. Et cette idée d'une perception, du sens musculaire de la perception, a vraiment beaucoup de sens dans le Rorschach. On va y revenir aussi. Ellenberger, qui est un des grands historiens de la psychiatrie, mais aussi un des grands historiens, des grands biographes de Rorschach, je reviendrai plusieurs fois sur son travail. Ellenberger note que Jung, par ailleurs, quant à lui, n'a montré que peu d'intérêt pour Rorschach et son travail, qu'il semblait prendre de haut. Il semblait ne pas le considérer, et considérer en tout cas cet âge d'encre comme étant un objet d'étude pertinent. Et l'histoire est étonnante parce que probablement qu'aujourd'hui, c'est toutefois Rorschach qui demeure peut-être plus illustre encore que Jung, ce qui n'était pas du tout le cas de leur vivant. Par ailleurs, la métapsychologie freudienne est clairement présente dans les interprétations des vignettes cliniques de Rorschach. Rappelons qu'il y a eu et qu'il y a toujours une grande tradition psychanalytique pour l'interprétation du test de Rorschach. Alors c'est le cas aux États-Unis, mais surtout en France et en Suisse, où aujourd'hui, le test est principalement, en tout cas pour les parties francophones, surtout en France et en Suisse, encore un outil principalement étudié d'un point de vue psychanalytique. La psychanalyse a fortement orienté l'analyse du test vers l'interprétation des contenus, ce qui est nettement moins central dans les autres méthodes et ce qui sera nettement moins central dans une approche plutôt phénoménologique, comme je vais vous l'évoquer. Alors, je vais encore citer trois petites influences et puis je terminerai avec ce petit contexte historique. Celle notamment de William Stern. Alors, William Stern, vous le voyez apparaître en bas à gauche de la dia. Jung est en haut à gauche. William Stern, il est connu pour avoir développé le quotient intellectuel. Il plaidait pour l'évaluation des différences individuelles par le biais de méthodes mixtes, quantitatives et qualitatives. Il était assez avant-gardiste, soulignant le besoin accru de techniques de recherche qui pourraient capturer les expériences individuelles uniques des participants. Et on sait qu'il y a eu de nombreux contacts entre Stern et Rorschach. Pour l'anecdote, William Stern étant le père de Günther Anders Stern, philosophe bien connu qui a travaillé sur les pathologies de la liberté, très important au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Rorschach a également été influencé, et ça c'est fort important de le dire parce qu'on y reviendra, par le travail d'un philosophe peu connu, norvégien, John Morley Vold, V-O-L-D, qui a beaucoup travaillé sur l'inhibition motrice. Et vous voyez de nouveau que le mouvement apparaît. Il a notamment mené des expériences en Norvège où les participants il a remarqué que les participants dont les jambes et les bras étaient attachés de force pendant leur sommeil rapportaient des associations imaginatives et oniriques, des rêves, plus actives et élaborées. Donc, si les gens étaient attachés, ils semblaient rêver de manière plus active, ce qui était une sorte d'observation un peu contre-intuitive, mais vous verrez qu'elle aura de nouveau du sens dans la réflexion qu'on se fera sur le Rorschach. L'interprétation de cette découverte était que l'inhibition de l'activité motrice entraînait un mouvement plus ressenti,
une mobilité interne plus importante. Et Rorschach reprendra cette découverte dans ses propres recherches, et notamment dans sa thèse sur les hallucinations réflexes, où Rorschach citera beaucoup ce philosophe. Dernière influence très importante, Rorschach et Binswanger, vous l'avez reconnu, hein, Binswanger, il est en bas à droite de votre écran, et Vold, John Morley Vold, il est en haut à droite. Donc Rorschach et Binswanger correspondaient régulièrement. Rorschach était ouvert aux idées de la tradition phénoménologique comme une solution possible à ces lacunes méthodologiques. Ce sont des traces qu'on retrouve dans la correspondance entre ces deux grands psychiatres. Binswanger encourageait Rorschach à s'engager dans la phénoménologie de Husserl, et il a réalisé un compte-rendu assez célèbre du psychodiagnostic. C'est un des premiers comptes rendus sur le test de Rorschach, réalisé donc par Binswanger, et il note que l'intuition de Rorschach était brillante, mais, dit-il, trop rigide et étroite d'un point de vue théorique, et que son projet nécessitait une épistémologie plus étendue, ce qui, à mon avis, est une juste critique à l'époque qu'on peut formuler à Rorschach, cela dit. Rorschach lui écrit en 1922, donc peu de temps après la publication de son livre, peu de temps après le compte-rendu de Binswanger, mais aussi, vous l'avez compris, peu de temps avant la mort de sa propre mort, avant la mort de Rorschach, et il lui écrit qu'il a hâte d'étudier cette littérature et les futurs travaux de Binswanger. Et il fait d'ailleurs référence dans cette correspondance à son autisme scientifique, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Il décédera ensuite de manière inattendue quelques mois plus tard. Je reviendrai un tout petit peu sur Rorschach et Binswanger un peu après. Conclusion de ce contexte intellectuel, cette époque en Suisse était remarquable pour sa collaboration multidisciplinaire et internationale, ainsi que pour son engagement avec les arts et les sciences humaines. L'environnement favorisait le progrès, la curiosité et l'innovation. La Suisse du tournant du siècle était riche en communautés artistiques et en développement, notamment l'expressionnisme, le dadaïsme. De tels changements capturaient l'esprit d'une époque où le centre d'attention passait de l'adhésion aux conventions esthétiques établies à l'expression de soi et à l'individualité. Alors, je dois juste repérer où j'en suis, c'est bon. Donc, voici apparaître le psychodiagnostic. Donc là, vous avez le psychodiagnostic dans sa version première. Donc, c'est un livre qui a été le livre qui est à l'origine de la publication du test de Rorschach. Et vous avez, vous voyez en rouge apparaître la version française parue au PUF. Alors, il est publié en 1921, mais Rorschach commence ses travaux 10 ans plus tôt. Donc, c'est 10 ans de travaux qui le mèneront à publier ce livre. C'est d'ailleurs un livre qui est publié dans un certain empressement, car d'autres publications autour des expériences avec les taches d'encre, par exemple, un autre travail qui ne sera pas passé dans la postérité de Hens, publié en 1917, mais aussi la seule thèse que Rorschach supervisait était également prête pour publication. Et donc, on sent à ce moment-là que Rorschach se presse parce qu'il a peur de se faire piquer son idée. Il a peur de ne pas publier ce qui est central dans sa découverte. Et donc, on peut remarquer dans le livre toute une série de passages où c'est probablement un empressement qui, en tout cas, c'est intéressant de savoir que le test en lui-même est véritablement quelque chose d'inachevé, et il le dira d'ailleurs à plusieurs reprises. Alors, j'attire aussi votre attention sur quelque chose de très intéressant, c'est que la version finale des tâches d'encre, donc les 10 tâches qu'on utilise toujours, ce sont les mêmes depuis plus de 100 ans qu'on utilise, en fait, sont un accident d'imprimerie. À la base, les tâches d'encre devaient être noir et blanc, et c'est l'imprimeur qui s'est trompé dans ses cartouches, il y a eu une difficulté, et il était catastrophé d'avoir sorti les tâches d'encre en nombreux exemplaires, avec à la fois des couleurs, mais aussi ce qu'on appellera des estompages, c'est-à-dire des nuances dans les couleurs, et même des nuances dans le noir et blanc. Et l'imprimeur était catastrophé, il pensait qu'il allait devoir recommencer, et Rorschach lui a dit surtout pas, n'y touchez pas, c'est formidable, je les garde, je vais garder cet accident comme ça. Et donc, les tâches telles quelles sont littéralement un accident d'imprimerie en ce qui concerne leur version définitive. C'est assez intéressant aussi à entendre. La déclaration de Rorschach que vous voyez ici que je fais apparaître ici, est tirée du psychodiagnostic. Et c'est un avertissement qui est souvent cité concernant les objectifs incomplets, la théorie et la méthodologie du projet des tâches d'encre. Alors, je ne vais pas tout lire. Je pourrais évidemment mettre le PowerPoint à disposition.
Mais on pourra par exemple remarquer qu'il nous dit notamment, hein, donc on voit ce côté empressé, les bases théoriques de ces recherches sont encore en grande partie embryonnaires, et on voit que Rorschach n'est pas satisfait au fond de la méthode, en tout cas de la version finale du produit qu'il défend d'une certaine manière, qu'il est amené à publier. Alors, c'est aussi important d'avoir à l'esprit que dans l'esprit de Rorschach, ce n'est pas un test à proprement parler. Rorschach ne présente pas vraiment ça comme un test. Il explique qu'il y a 10 planches et il le présente beaucoup plus comme une épreuve. Et à la base, à l'origine, Rorschach donne une série d'indications pour la passation, mais il n'a pas du tout l'ambition de donner la rigueur d'un test au sens où on l'entend aujourd'hui de la notion de test avec une série de règles de validité, de fidélité interjuge, etc. Rorschach n'a pas du tout cette volonté-là. C'est pas du tout clair qu'il s'attend à ce que cet objet devienne cela. Et c'est sûrement d'ailleurs plus juste, généralement, on gardera la notion de test de Rorschach, mais c'est sûrement plus juste de parler d'une épreuve même un peu de performance, d'une épreuve perceptivo-cognitive, plutôt que strictement, en tout cas, d'un test. En tout cas, ça me semble intéressant d'avoir ça à l'esprit. Son hypothèse, en tout cas, c'est que les sujets ont des réactions différentes aux tâches et tout particulièrement, en bon psychiatre qu'il est, les sujets schizophrènes. Rorschach est un psychiatre qui voit principalement des sujets psychotiques schizophrènes. Et son hypothèse, qui sera très rapidement confirmée, c'est que si vous montrez des taches d'encre à des personnes qui ont une schizophrénie et à des personnes qui n'en ont pas, vous allez obtenir des types de perceptions clairement différents. Et Rorschach sent qu'il arrive à identifier, à capter quelque chose à travers les modalités de réponse qui sont fournies. Mais c'est intéressant en tout cas d'entendre qu'à la base, le psychodiagnostic n'était, dans l'esprit de Rorschach, administrable qu'à des patients psychotiques schizophrènes en milieu psychiatrique, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, où c'est un test qui est utilisé au niveau de toutes les populations. Alors, on dit souvent que son style d'écriture était loin de décrire pleinement ses idées. Rorschach a un langage scientifique, empirique. On pourrait dire d'une certaine manière qu'il joue aux scientifiques, qu'il joue aux médecins de l'époque, mais on sait que c'était plutôt quelqu'un de très original dans ses propos, dans ses discussions, et qu'il y a une sorte d'effet probablement de rigueur scientifique qu'il s'est donné. Alors, je vous cite ici un auteur qui a beaucoup d'importance pour moi dans ses travaux, qui s'appelle McElfresh, qui est un Américain qui travaille sur le Rorschach dans une perspective phénoménologique, et cette présentation, d'ailleurs, lui doit beaucoup. Il nous dit ceci: la théorie sous-jacente aux concepts fondamentaux reste insaisissable et secondaire par rapport à la recherche statistique, et les cliniciens continuent de déplorer le manque de directives pour l'interprétation qui semble se référer à des variables simples telles qu'elles se reflètent dans les mondes individuels. Les différents types de systèmes, le CS pour Comprehensive System et le RPAS, qui est le nouveau modèle contemporain actuel, sont des entreprises herculéennes, puisque c'est une volonté d'accumulation de bases de données absolument remarquable. Et tout ça est évidemment bien mis en évidence. Mais, nous dit McElfresh, je crois fermement que les méthodes statistiques sont souvent clairement insuffisantes pour comprendre les concepts sous-jacents aux variables. Donc l'intérêt n'est pas simplement d'avoir des bases de données qui nous permettent de dire tel type de population voit telle chose et tel autre type de population voit telle autre chose. Bien sûr qu'il y a des bases de données qu'on a qui sont intéressantes, mais le ciment du Rorschach, la subtilité du Rorschach ne se situe probablement pas dans ces dimensions numériques et quantitatives, nous dit McElfresh, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'elle se situe bien plus loin, et c'est tout l'objectif de cette intervention. Donc, à l'origine, nous dit Rorschach, dans son livre, cette méthode était exclusivement utilisée comme une approche aux problèmes théoriques. La découverte que les résultats pouvaient être utilisés pour établir des diagnostics était une découverte empirique qui n'avait pas été recherchée. L'expérience est devenue secondairement un test d'examen. Donc, on voit vraiment que Rorschach est un peu presque dessaisi de son objet, et ça devient presque malgré lui, d'une certaine manière, un test. L'expérience de Rorschach avait en effet des applications plus importantes, des ramifications qui n'étaient pas encore apparues. Ellen Berger, par exemple, a dit que Rorschach discutait de sa méthode avec des scientifiques, avec des enseignants, des philosophes, des artistes,
des leaders spirituels à qui il parlait de son expérience des tâches. Ce dialogue interdisciplinaire dans le but de comprendre pleinement un phénomène n'était pas unique à Rorschach, mais cette tendance vers des projets d'enquête plus vastes était synonyme de l'académisme suisse de l'époque. Hermann Rorschach faisait partie de ce contexte historique et il semblait, comme le suggère de nouveau Ellen Berger, chercher à créer une psychologie distincte, chercher à créer une nouvelle psychologie. Rien ne serait plus erroné que de considérer que le psychodiagnostic serait simplement de l'appliquer uniquement comme des instructions pour l'utilisation d'une méthode stricte d'un test. L'objectif de Rorschach était de trouver un moyen de décrire et de clarifier la rencontre du sujet avec des stimuli ambigus, interpréter librement des formes fortuites, c'est-à-dire des figures formées d'une manière à déterminer, c'est une phrase assez célèbre de Rorschach dans son livre, c'est-à-dire de saisir la dynamique de la rencontre, de rencontrer la dynamique entre le monde intérieur de cette personne et la complexité de son monde environnant. Cet engagement ne se produit probablement pas uniquement dans le cerveau du participant, pas plus qu'il n'était provoqué uniquement par les éléments sensoriels de la planche de tache d'encre. Cependant, le processus qui se déroule lorsque l'intériorité rencontre le stimulus est complexe et probablement d'ailleurs impossible à capturer pleinement. Les intérêts de Rorschach portaient sur une vision visant à comprendre les phénomènes expérientiels humains fondamentaux. Il semble qu'il était, nous l'avons dit, sur les incitations de collègues tels que Binswanger, sur le point d'identifier des bases méthodologiques pour ses recherches. La réponse était peut-être de s'engager dans la phénoménologie philosophique. Alors, il serait tentant, nous dit Ellen Berger, de spéculer sur ce qui se serait passé si Rorschach avait vécu une vie pleine. Quelques années plus tard, la deuxième édition du psychodiagnostic aurait suivi, enrichie par la psychologie de la Gestalt, la phénoménologie et d'autres techniques plus récentes, nous dit Ellen Berger. L'évolution de la pensée de Rorschach le conduisait vers la phénoménologie, c'est en tout cas son hypothèse, et je suis assez d'accord avec ça. Il aurait bien pu nous offrir une nouvelle anthropologie et une nouvelle psychiatrie, une synthèse de la psychologie expérimentale, de la psychanalyse et de la phénoménologie. En effet, Rorschach fournissait un système stimulant pour l'étude et l'évaluation de l'expérience humaine. Bien que son approche de ce projet fût disciplinée et réfléchie, et que ses idées étaient brillantes, son travail peut être considéré comme étant dépourvu d'une méthode qui capturerait pleinement ses objectifs. Les échanges entre Rorschach et Binswanger, nous l'avons dit, révèlent que Binswanger l'encourageait à lire des textes phénoménologiques pour surmonter ses problèmes de méthode et d'inadéquation. Plusieurs auteurs suggèrent qu'il est probable que Rorschach ait lu, alors ces auteurs, c'est notamment McElfresh dont je parlais, ou bien Acklin, sont des Américains, suggèrent qu'il est probable que Rorschach ait lu les travaux d'Husserl lorsque Binswanger était sur le point de publier son premier livre en 1922, son introduction aux problèmes de la psychologie générale. Il avait apparemment demandé à Rorschach de lire ce manuscrit et Rorschach aurait répondu avec enthousiasme. Lorsque Rorschach fit sa dernière communication à la Société psychanalytique suisse le 18 février 1922, il semblait clair qu'il développait sa méthode d'interprétation des tests dans la direction de la phénoménologie. C'est de nouveau l'hypothèse d'Ellen Berger, et je rappelle que Rorschach mourra quelques semaines plus tard. Alors, on arrive à la fin de cette dimension historique. Il est évident pour ces biographes qu'Hermann Rorschach était décrit comme l'un des penseurs les plus intelligents et curieux dans le monde émergent de la psychiatrie, de la psychologie clinique de l'époque. Ses amis, sa famille et ses collègues le décrivaient comme étant habile à appréhender le monde et à essayer de comprendre comment les autres le voyaient. Searles ou Ellen Berger suggèrent qu'il souhaitait lire les gens, ce sont des termes assez éloquents. Hein. Ellen Berger note par exemple que Rorschach essayait d'imaginer comment une personne se sentait en regardant une peinture. Dans sa préoccupation pour les taches d'encre, il montrait le même intérêt. Il semble qu'Hermann Rorschach aspirait à comprendre les processus à l'œuvre
entre la personne et le monde dans l'acte de perception consciente, en particulier en ce qui concerne le ressenti subjectif. Je cite Searles, issu d'artistes des deux côtés de sa famille, Hermann Rorschach avait une croyance de longue date en la perception comme point d'intersection entre l'esprit, le corps et le monde. Il voulait comprendre comment différentes personnes voient et, au niveau le plus fondamental, voir et, comme le disait le peintre Cézanne à propos de la couleur, le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. C'est évidemment une très belle proposition. Alors, euh, je vais évidemment maintenant faire une coupure dans tout l'historique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne vais évidemment pas m'étaler là-dessus puisque maintenant on va rentrer vraiment dans la nature du Rorschach. Mais je voudrais simplement dire que par la suite, plusieurs systèmes d'interprétation verront le jour. D'ailleurs, pendant de très très nombreuses années, c'est-à-dire quasiment, en tout cas pendant quasiment les 50 premières années du test, c'est assez difficile de parler d'un test du Rorschach puisqu'il y a finalement plutôt de très nombreux tests du Rorschach puisqu'ils sont utilisés tous de manière très différente. C'est plutôt un mythe qu'une réalité. Et on devra attendre les travaux de John Exner, qui est un Américain, qui est plutôt un scientifique, qui est assez fasciné par le Rorschach. C'est un scientifique qui travaillait à l'armée. C'est assez amusant puisqu'il faisait notamment passer des Rorschach à des gens qui allaient sauter en parachute, à des militaires qui allaient sauter en parachute, et puis il les refaisait passer après pour voir ce que ça donnait comme différence. C'était assez étonnant. Et il créera ce qu'on appelle classiquement la Rorschach Workshops, dont l'objectif est de proposer une méthode solide, empiriquement et efficace cliniquement. Il fera le constat qu'il y a presque autant de tests qu'il y a d'utilisateurs, qu'aucun système ne fait autorité, et il cherchera à produire un système faisant autorité, ce qu'il arrivera à faire. Et aujourd'hui, toujours, ça fait partie des deux grands systèmes, et ils sont d'ailleurs très proches l'un de l'autre, qui sont reconnus aujourd'hui dans le monde scientifique. La première publication vraiment de base date de 1974. Le test n'est pas, on s'accorde à dire que le test n'est pas une radiographie magique de la personnalité, mais une procédure qui déclenche beaucoup d'opérations psychologiques chez le sujet. Et on voit évidemment un virage cognitif ici, assez évident. Là, on parle de procédure, d'opérations psychologiques, et Exter est plutôt que le cas qu'on situerait globalement du côté de la psychologie cognitive naissante de l'époque. Il ne s'agit pas simplement d'une technique projective, mais d'une épreuve perceptivo-cognitive, insistera-t-il. Et je suis en tout cas assez d'accord pour dire qu'on pourrait dire en tout cas une épreuve perceptivo-cognitivo-projective. En tout cas, ce n'est certainement pas que de la projection. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, j'espère que vous me suivez toujours. Je voudrais maintenant, alors vous avez bien compris, je ne vais évidemment pas vous dire tout ce qu'il en est du Rorschach. Ce que je vous dis ici n'est évidemment pas non plus un cours sur le Rorschach, et donc je ne vais évidemment pas vous n'en sortirez pas en pouvant utiliser le test. C'est un test qui demande beaucoup de formation, qui demande de nombreuses heures de formation pour pouvoir l'acquérir correctement. Mais je voudrais discuter un peu avec vous justement de la nature du test de Rorschach. Et je voudrais d'abord attirer votre attention sur notamment ces deux planches assez célèbres, la planche 3 et la planche 7, et faire le pari que probablement on pourra se mettre d'accord sur le fait que on peut assez raisonnablement dire que les formes ne sont pas parfaitement fortuites, que ce ne sont pas des perceptions strictement au hasard, qu'il y a des perceptions qui sont relativement évidentes. Et que ce que je mets en évidence ici dans ces petits carrés, on peut raisonnablement dire, on peut dire que c'est d'autres choses, mais on peut aussi raisonnablement s'accorder sur le fait que ce sont des têtes, que ce sont deux têtes qui ne sont pas parfaites, mais que tant à la planche 3 qu'à la planche 7, il est possible de dire que ça peut en être, et on pourrait même dire dans l'autre sens qu'il est difficile de dire que ça n'en sont pas. Qu'il est difficile il serait difficile d'argumenter sur le fait de dire que ça n'est absolument pas la perception d'une tête. Alors, ça nous permet de faire un premier petit passage par le monde esthétique, ce que Rorschach aurait beaucoup aimé, alors c'était impossible puisque Bacon est arrivé après Rorschach, bien sûr, mais je crois que Bacon nous dit quelque chose, il va cerner un processus assez similaire. Je crois que c'est vraiment le génie des visages de Bacon qui m'ont toujours beaucoup marqué, c'est que les visages de Bacon sont balafrés, douteux,
abîmés, problématiques, mais jamais on ne doute réellement qu'il s'agisse bien du même visage. À chaque fois, on est convaincu que c'est un visage et on est convaincu que c'est les 3 fois le même. On comprend que c'est un triptyque, alors que ces visages sont plus que un problème. C'est toujours un visage changeant, mais pourtant identique. Et on pourrait sûrement lire toute l'œuvre de Bacon à travers cette question de la représentation des corps, mais aussi des visages, et de cette permanence du visage qui est malgré tout soutenue ici, par exemple, dans cette peinture qui s'appelle Figure en mouvement, qui est de la toute fin du XXe siècle, où il met une flèche pour nous rappeler où se situe le visage, et quand on le regarde, on se dit, ah ben oui, c'est vrai que le visage se situe probablement là-bas. Par ailleurs, cette question de la permanence du visage, elle est bien mise en évidence par un artiste fascinant, décédé il y a quelques années, qui s'appelle Romano Palca, artiste franco-polonais, sur lequel j'ai été amené à pas mal travailler, sur lequel je travaille beaucoup avec mon collègue philosophe Grégory Corman, puisque Opalka cherchait à capter le temps, à saisir le temps, ce qu'il n'arrivait pas à faire pendant de très nombreuses années d'un point de vue artistique, et puis il y est arrivé en décidant de se photographier à intervalles réguliers avec la même chemise blanche sur le même fond blanc. Et donc, il nous montre ici le temps, puisqu'on voit apparaître ici 12 fois le même visage, mais pourtant 12 fois un visage différent. Et je crois qu'il y a des choses similaires qui apparaissent dans la question du Rorschach. Alors, épreuve projective. Est-ce que le Rorschach est un test projectif? Alors, c'est un concept, évidemment, bon, comme toujours, ça dépend de, quand on dit ça, ce qu'on entend et ce qu'on voit derrière le mot projection. Si on va en tout cas se référer du côté du vocabulaire de la philosophie de Lalande, ce qui est projeté, c'est quelque chose qui est projeté hors de moi. Hein. Euh, euh, il y a un effet d'intérieur vers l'extérieur. C'est pas inintéressant d'avoir ça à l'esprit pour saisir le Rorschach, mais j'ai toujours pensé qu'un concept plus subtil pour comprendre le Rorschach était peut-être celui de aperception. L apostrophe aperception est une action, nous dit Lalande, beaucoup plus importante que la simple appréhension. Appréhender ne signifie pas qu'on découvre originalement quoi que ce soit, ni même qu'on collabore vraiment à l'œuvre de la connaissance. Il y a quelques passivités dans la présentation, du moins il y a plus d'activité dans la perception. Donc c'est une perception active, une perception dans laquelle le sujet participe activement. Dans l'appréhension, donc, on se bornerait à recevoir l'idée par une rencontre heureuse, un accident, un hasard, une sorte de perception passive, et la perception impliquerait qu'on la trouve laborieusement en soi, sans l'attendre du dehors. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de transaction constante entre le monde interne et le monde externe, qui me semble un reflet assez fidèle de l'expérience du Rorschach. La perception repose sur la tendance indépassable de la conscience à être active dans la considération de l'objet perçu. Elle est alors considérée comme la manière qu'a le sujet d'entrer en contact avec la complexité, l'ambiguïté du monde. Euh, alors, de manière similaire à ce que la phénoménologie propose lorsqu'elle suggère que les phénomènes inconscients, c'est-à-dire préréflexifs, hein, pour le dire dans les bons mots, se situent dans l'expérience globale de la conscience. Hein, il y a la conscience réflexive et la conscience préréflexive. Il faudrait donc concevoir les phénomènes de projection ou d'aperception comme étant constamment présents dans le processus perceptif, ce qui rend le principe de projection toujours présent d'une certaine manière ou d'aperception toujours présent. On est toujours acteur de la perception que l'on produit. On estime généralement qu'il y a une part de projection au Rorschach dans 3 dimensions. Une première qui consiste à percevoir des distorsions, à produire des distorsions perceptives et des fausses perceptions, ce qu'on appellera les réponses moins, c'est-à-dire quand le sujet ne voit ce que personne ne voit. Par exemple, ici, cette planche, vous pouvez peut-être assez aisément voir un géant. Hein. C'est un grand classique de voir un géant d'en bas, hein, peut-être avec une sorte de dimension, de dimensionnalité, avec des grands pieds, une petite tête, des petits bras atrophiés. C'est une réponse assez classique. Ou peut-être que vous voyez
sur la partie inférieure une tête d'insecte qui est assez bien faite. Une fois qu'on se focalise là-dessus, vous allez voir là, les antennes, etc., de cette tête d'insecte qui fonctionne assez bien. Eh bien, une réponse moins, c'est le fait de percevoir des choses qui n'auraient rien à voir avec ces dimensions-là. Et on pourrait dire que c'est de la projection. De nouveau, si ici vous percevez une maison, si un patient me dit qu'il perçoit une maison, on considérera que c'est une dimension purement projective, mais dans un contexte d'inadéquation avec le réel. En tout cas, avec l'objet perceptif. Alors, deuxième dimension où il y aurait de la projection, et c'est évidemment très important, j'en ai déjà parlé, dans les réponses mouvements, dans ce qu'on appelle tantôt les mouvements, tantôt les kinesthésies. Imaginez par exemple que ce géant que vous voyez probablement depuis que je vous ai dit qu'on pouvait le voir avec ses grands pieds, eh bien cet élément central, alors évidemment cet élément central, certains y voient un phallus, hein, bien sûr, mais on pourrait aussi voir, vous allez voir, c'est assez amusant quand on la voit comme ça, que c'est une moto, hein, et que ce géant est en fait en train de faire de la moto et qu'il est en train de rouler en moto et de bouger. Ben, vous imaginez bien que le fait de percevoir qu'il y a du mouvement et de percevoir que cette moto est en train d'avancer et que ce géant fait de la moto, je sais pas moi, de la motocross, du motocross ou quelque chose comme ça, bah, on peut concevoir que il y a une sorte de projection dans ce sens-là, ou en tout cas d'aperception plus importante, où il y a une dimension active au processus perceptif. Enfin, troisième dimension où on considère qu'il y a généralement ce qu'on appelle la projection dans le test, c'est lorsque le sujet embellit considérablement sa description de l'objet et nous dira que ce géant s'appelle un tel, qu'il a tel projet, qu'il a réalisé telle ou telle chose, ou bien qu'il est triste, qu'il est en pleine forme, etc., etc. Toutes ces qualités qu'on va donner à l'objet, on considérera aussi que ce sont des éléments plutôt de l'ordre de la projection. Toute la difficulté, évidemment, du Rorschach, mais comme en clinique, comme en psychologie, en psychiatrie clinique, consiste à savoir quelle est la clé d'interprétation du matériel projeté. Alors, on sait que la psychanalyse se positionne de manière très claire hein, sur ces questions-là. Une attitude phénoménologique, et d'ailleurs proche de celle d'Exner, consistera à chercher à ne pas trop interroger, à ne pas trop interpréter les contenus de ces réponses-là. On peut imaginer tous les délires qu'on pourrait avoir si quelqu'un perçoit un géant avec un grand phallus d'emblée. On ne va pas tellement aller du côté de ces interprétations-là. On va plutôt essayer de saisir le processus perceptif. On va donc considérer le Rorschach comme une résolution de problèmes. On va se demander quel est le mécanisme du test, comment les individus, les réponses à 10 tâches d'encre peuvent fournir des renseignements sur un individu. Le Rorschach va donc être considéré comme un test à résolution de problème. Il ne faut pas, par ailleurs, oublier, et j'attire votre attention là-dessus parce que c'est quand même assez fascinant quand on y réfléchit bien, que les seules réponses exactes dans le test sont la tâche d'encre. Et donc que le sujet est prié de fournir quelque chose qui ne se trouve pas vraiment dans ce qu'il perçoit. Il doit fournir une fausse perception pour répondre à la consigne qu'est-ce que cela pourrait être. Donc la nature de la situation de l'épreuve force donc le sujet à convertir la tâche en quelque chose d'autre que ce qu'elle n'est formellement. Comme le dit Exner, je trouve de manière assez subtile, il observe que le sujet est donc confronté à une situation particulière de résolution de problème qui suppose un certain degré de violation de la réalité. Cette exigence de la fausse perception serait, à mon avis, simple à résoudre, serait même probablement, c'est pas que mon avis, simple à résoudre, s'il n'existait qu'une seule alternative à la réponse tâche d'encre. Ce serait tâche d'encre ou chauve-souris. Mais vous l'avez bien compris, ce n'est pas le cas. Il y a un grand nombre de fausses perceptions, ou pour le dire autrement, de réponses potentielles, qui se forment lors de la présentation de la planche. À vrai dire, c'est une épreuve à choix multiples, ou mieux encore, une épreuve à choix à l'infini. Le test de Rorschach est le seul test psychologique à ne pas être prédéterminé et dont on ne connaît pas l'entièreté des réponses potentielles. Les sujets schizophrènes sont d'ailleurs souvent là pour nous le rappeler. C'est toujours admirable de faire des tests avec des schizophrènes parce qu'ils voient des choses à côté de la banalité des personnes qui ne sont pas psychotiques. Et ils peuvent voir des choses qu'on n'avait encore jamais vues, même quand on a déjà rencontré des milliers de protocoles, ce qui est toujours fascinant.
On en arrive donc à se demander quelles réponses potentielles le sujet va-t-il verbaliser, lesquelles par ailleurs va-t-il rejeter. Hein. N'oublions pas que c'est un test perceptivo-discursif, et donc ça porte sur le perceptif, mais sur le discours produit sur la perception. Et Louis Sass nous le disait en début de propos. Par ailleurs, autre complication, la matière d'analyse du test n'est pas ce que le sujet voit, mais bien ce qu'il dit voir, je viens de le dire, comme d'ailleurs en clinique en général. Là, nous ne travaillons pas avec ce que nos patients pensent, mais avec ce que nos patients nous disent penser, et on sait que ce n'est quand même pas tout à fait exactement la même chose. Donc, on se demandera toujours dans le Rorschach si nous sommes dans le domaine de la perception ou du discours. Alors, petite étude très rapide d'Exner qui est assez intéressante et qui montre cette possibilité de percevoir de nombreuses réponses. C'est une étude déjà ancienne, mais Exner donnait comme tâche à des sujets de fournir un nombre maximal de réponses en 1 minute pour chacune des 10 planches. Et c'est assez intéressant parce que les résultats des deux populations non consultantes donnaient des moyennes de réponses entre 83 et 100 pour les 10 planches. Hein. Donc, ils voyaient en moyenne entre 8 et 10 réponses par planche, ce qui est énorme. Les schizophrènes hospitalisés voyaient 63 réponses et les dépressifs hospitalisés 51. Alors que la moyenne de réponses dans des conditions normales est d'environ 22. Et donc, c'est quand même assez fascinant de voir que n'importe qui, même les personnes qui donnent traditionnellement moins de réponses, comme les personnes dépressives, donneront quand même beaucoup plus de réponses si on leur demande de dire très rapidement tout ce qu'ils voient. Et donc, il y a bien des effets alors de censure, notamment, on peut l'imaginer. En tout cas, le sujet ne nous dit pas tout ce qu'il est en mesure de percevoir. D'ailleurs, la grande majorité de ces réponses étaient formellement adéquates. Les gens ne disaient pas n'importe quoi. Elles étaient aux alentours de 80%, ce qui est assez correct. Elle était plus basse chez les sujets schizophrènes, mais c'est classique dans ce type de population. Donc, ceci montre que les sujets peuvent former de multiples réponses potentielles qui sont généralement congruentes avec le stimulus. Alors, je vous remontre ici les planches pour faire une sorte un peu de transition vers la suite du propos, qui est la dernière partie avant un moment plus conclusif. Et je voudrais détailler avec vous, simplement vous dire qu'il y a de nombreuses cotations. Hein. Vous en doutez bien, je ne vais pas du tout vous rendre ça indigeste et évoquer toutes ces dimensions-là avec vous, mais je voudrais simplement attirer votre attention sur deux des cotations, les déterminants, ce qui va déterminer la réponse, et la qualité formelle. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Voici les déterminants du Rorschach, en tout cas selon le système intégré qui fait autorité à ce jour. Vous verrez donc ce qui va déterminer la réponse, c'est le mouvement. Est-ce que le sujet identifie du mouvement? Ce mouvement sera classiquement associé à la forme. Hein. Est-ce que le sujet injecte de la forme dans sa perception? La question des couleurs, donc les couleurs chromatiques ou les couleurs achromatiques. Donc les couleurs chromatiques, c'est toutes les couleurs autres que le noir et blanc. Les couleurs achromatiques sur le noir, le blanc, le gris et toutes ces nuances-là, qu'on cotera FC' quand on est dans la chromatique, enfin C' ou C. Et on voit que le F, c'est la forme. Et donc ce sera toujours une question de ratio entre forme-couleur, couleur-forme ou bien couleur. Forme-couleur prime, couleur prime-forme ou couleur prime pure. Et donc, on voit qu'il y a toujours une sorte de gradient de la maîtrise formelle de la perception. C'est le cas aussi pour les estompages, dont je vous parlais tout à l'heure, avec des nuances entre les types d'estompages, mais je ne vais pas vous détailler ça, mais on peut évidemment identifier des choses subtilement différentes. Outre les déterminants, on va aussi s'intéresser à la qualité formelle. Et pour chacune des réponses qui seront données au test, on va essayer de voir si la réponse répond à une forme qui est mentionnée de manière simple, évidente, pour un objet fréquemment perçu dans la découpe concernée. Elle est courante et facile à voir. C'est typiquement les visages que je vous montrais tout à l'heure à la planche 3 ou à la planche 7, ou la chauve-souris qu'on voyait en planche 5 au début de mon intervention. Il y a ensuite des réponses inhabituelles qui sont marquées par U pour unusual, réponses qui sont de faible fréquence, donc qui sont assez rares, mais dont les contours ne sont pas aberrants. Ce sont des réponses peu courantes qui sont cependant facilement perceptibles par l'observateur. Et donc évidemment, là, c'est très intéressant parce que ça dénote une capacité à percevoir les choses de manière différente que la plupart des gens, mais de manière pourtant exacte. Et puis, il y a les réponses moins,
qui sont des réponses plus péjoratives, qu'on retrouve plutôt dans le monde notamment de la psychose, la forme est utilisée de manière aberrante, arbitraire, déformée. La réponse est comme plaquée sur la structure de la tâche sans considération pour ses contours propres. À l'excès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais, ben, si on ne perçoit pas une chauve-souris mais une maison, il n'y a pas d'élément qui permet de dire ça. C'est un peu caricatural parce que les gens ne voient pas ça de manière aussi grossière, mais en tout cas, on ne s'accorde pas. Alors, à travers toute une série de références, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais il y a évidemment toute une série de références où de très nombreuses questions, de très nombreuses réponses sont encodées et où on peut aller voir si statistiquement ce sont des réponses fréquentes, rares ou mauvaises, considérées comme mauvaises par des experts qui sont mis d'accord sur la question. Alors, je voudrais détailler avec vous les réponses mouvement et replonger un peu dans la phénoménologie et avoir à l'esprit que la posture phénoménologique implicite de Rorschach est, à mon avis, tout à fait évidente dans son exploration des réponses kinesthésiques. Rorschach avait l'intuition claire qu'il y avait beaucoup à découvrir sur l'expérience humaine à travers les réponses de mouvement d'un sujet. Il nous dira, par exemple, déterminer les réponses M, c'est-à-dire mouvement ou bien kinesthésie, est à cet égard le problème le plus épineux de toute l'expérience. Donc Rorschach nous dit c'est la chose la plus importante. Comme le note McElfresh, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un des spécialistes contemporains du test, au même moment, Husserl rencontre des difficultés, donc en 1921, à traiter les mouvements ressentis dans sa recherche sur la conscience intime du temps. Il échafaude l'archiméthode phénoménologique pour explorer la conscience attentionnelle, c'est des choses dont on vous a certainement déjà parlé lors du DIU, pour explorer donc la conscience attentionnelle, l'influence du monde vécu et l'usage de l'époqué. Et McElfresh suggère peut-être que ce qui manquait à Husserl était une expérience à travers laquelle appliquer et explorer ces idées. Vous me voyez venir, ou vous voyez venir McElfresh, et si le Rorschach était cette méthode qui a manqué à Husserl. En 1921, en tout cas, Rorschach cite Bleuler pour justifier l'écriture de la formation du phénomène perceptif qui permet le test des tâches d'encre. Je le cite, dans la perception interviennent donc trois processus, la sensation, le souvenir et l'association. Exner reprendra d'ailleurs cette idée-là, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir qu'en 1921 également, Husserl a pour projet d'étudier la conscience telle qu'elle est, littéralement ressentie comme un mouvement dans le corps et permet l'expérience de la continuité d'un objet ou d'un événement perçu dans le temps. La perception est ressentie de manière vécue, selon trois aspects temporels, nous dit aussi Husserl, quelque chose qui s'est déjà produit et qui est retenu sous forme de traces mnésiques, la rétention, la présence immédiate de l'événement en cours tel qu'il est reconnu, traité et retenu, l'attention, et enfin l'anticipation du prochain moment à l'horizon dans le contexte de ce qui est à la fois présent et retenu, la protension. Alors, probablement que ces catégories ne sont pas parfaitement superposables, mais c'est évidemment troublant de voir qu'il y a une sorte de séquençage de l'expérience perceptive en partie en tout cas superposable chez ces deux savants. En résumé, nous sommes capables de donner un sens à nos expériences pour Husserl grâce aux souvenirs conservés, à la reconnaissance de ces traces dans l'ici et maintenant et au potentiel de ce que nous anticipons qui se produira ensuite dans un acte singulier de conscience attentionnelle et corporelle. Le temps n'est pas possédé, mais plutôt réalisé intentionnellement et de façon intersubjective. Nous avons dans le temps, nous avançons dans le temps et ressentons le temps de façon kinesthésique dans nos engagements quotidiens dans le monde. La superposition de la notion de conscience intime du temps de Husserl avec les kinesthésies de Rorschach est à mon avis assez saisissante. Et une telle affinité entre leurs découvertes obtenues indépendamment, sans qu'ils ne se connaissent, sans qu'ils ne se rencontrent, laisse à penser que les kinesthésies sont peut-être au centre de la perception, de l'interprétation et de la compréhension humaine. C'est en tout cas l'hypothèse de McElfresh que j'ai tendance à suivre. Comme dit précédemment, Rorschach insistait sur l'implication de traces de mémoire dans la perception de telles réponses, similaire à la notion de rétention de Husserl. Les réponses de mouvement impliquent des engrammes kinesthésiques, dit-il, qui sont des souvenirs de mouvements autrefois vus, représentés ou exécutés.
Par ailleurs, on a pu dire aussi que le travail de Rorschach anticipait la découverte des neurones miroirs, mais bon, je pense on a pu dire qu'à peu près tout anticipait les neurones miroirs et que les neurones miroirs avaient tout découvert. Donc, on peut relativiser ça, mais c'est intéressant de savoir que ça a pu être dit. Rorschach concevait les réponses mouvement comme impliquant nécessairement l'expérience du mouvement vécu, ressenti. Il observe que souvent, pendant l'expérience, on peut reconnaître à l'attitude des sujets si des kinesthésies sont ou non en jeu. Le sujet produit souvent le mouvement qu'il introduit dans l'image ou indique, au moins partiellement, par des ébauches involontaires de gestes, le début du mouvement qu'il mentionne. Il observe par ailleurs que le sujet qui a des kinesthésies, donc celui qui perçoit et qui verbalise des réponses mouvement, est celui qui est stable du point de vue moteur, alors que le sujet vif est pauvre en kinesthésie. Ce sont là des données empiriques que de l'épreuve qui manquent encore beaucoup de bases théoriques, mais qu'on peut vérifier à chaque instant, nous dit Rorschach. Alors, c'est des données à prendre avec précaution, c'est pas systématiquement exact, et on peut, par exemple, voir des grands impulsifs qui ont parfois beaucoup de réponses mouvement, mais quand même, globalement, ça tient la route. Chez les normaux, nous dit Rorschach, le nombre de cas, donc de mouvements, ces K ou M, ce sont des synonymes, le nombre de réponses mouvements s'élève avec la productivité de l'intelligence, avec la richesse des associations, avec la capacité de faire de nouvelles liaisons associatives. Donc, vous avez compris que si un jour vous faites un Rorschach, vous avez intérêt à avoir du mouvement, vous passerez bien auprès du psychologue que vous avez rencontré. Les stéréotypés, les déficients mentaux n'ont pas de cas. Il en est de même chez les personnes schizophrènes. Plus la vie associative est productive, plus il y a de cas, plus la pensée est stéréotypée, moins il y a de cas. Un auteur comme Akavia, qui est aussi un grand spécialiste du test, un des rares à utiliser le test, à faire des propositions du test dans une lecture phénoménologique, a également suggéré la remarque suivante entre ces deux savants, donc entre Rorschach et entre Husserl, c'est pas la remarque A, mais bien la remarque suivante. En effet, dit-il, de manière plutôt paradoxale, la conception de la kinesthésie par Rorschach était proche de la notion phénoménologique de Husserl, car Rorschach mettait l'accent non pas sur le cadre physiologique général sous-jacent au phénomène de kinesthésie, mais plutôt sur l'expérience individualisée du sujet en mouvement. La perspective phénoménologique et intuitive peut être détectée dans l'insistance de Rorschach sur le fait que la perception du mouvement dans les taches d'encre statiques n'était pas une illusion à déconstruire, c'était pas un phénomène négatif, mais plutôt une expérience subjective à comprendre de manière holistique. Selon ces différents auteurs, non seulement Rorschach se dirigeait vers une méthode phénoménologique qui aurait apporté de la clarté à son projet, mais son projet semble, à certains égards en tout cas, également avoir été conçu pour l'enquête phénoménologique. On pourrait dire que Rorschach et Husserl étaient deux contemporains qui exploraient la perception kinesthésique et possédaient des outils ou des idées dont l'autre avait besoin pour apporter de la clarté à son projet. Alors, je vois le temps qui passe et j'ai encore pas mal de choses à dire, donc je vais quand même un petit peu avancer sur la question du recours à la forme. Je voulais vous parler avec nuance du travail de William Turner sur la question du sublime. Et je vais peut-être synthétiser ce que je voulais vous dire en une phrase ou deux, et simplement vous dire que, peut-être en prenant particulièrement cette célèbre peinture La tempête de neige en mer, où Turner est considéré comme un des chefs-d'œuvre qui met en scène le sublime, des auteurs comme Nietzsche, comme Kant ou comme Heidegger ont pu mettre en évidence que le sublime était au fond à distinguer du beau. Et c'est intéressant puisque qu'est-ce qui les différencie? C'est que le beau, c'est quelque chose qui est formellement saisissable. C'est quelque chose que l'on peut formellement identifier, segmenter, alors que le sublime est quelque chose qui dépasse la dimension formelle. Ce qui fait fort penser à la perception au Rorschach, où le sujet va décider d'injecter une forme dans ses perceptions euh, euh, ou pas. On aurait pu aussi d'ailleurs passer par le syndrome de Stendhal, mais je vous passe ce superbe passage dans la chapelle Santa Croce, dans la basilique Santa Croce, mais peu importe, ce n'est pas le plus important.
Alors, j'arrive vraiment dans la dernière partie de mon propos. Je crois que j'ai encore 10 minutes d'intervention. Et je voudrais quand même dire un mot sur la qualité formelle. Donc, je viens de vous dire une série d'éléments sur la question du mouvement, sur les kinesthésies. Je voudrais vous parler un peu de la qualité formelle sur laquelle j'ai moi-même pas mal travaillé. On pourrait dire que la qualité formelle, je vais vous expliquer ce que c'est le véritable moment de mesure du contact avec la réalité. Je vous l'ai dit tantôt, il y a trois types de perception. La perception O, ordinaire, le sujet voit ce que tout le monde voit. U, le sujet inhabituel, le sujet voit ce que personne ne voit, mais qui est pourtant bien exact. Moins, le sujet voit ce que personne ne voit et qui se révèle inexact, qui sera typique des sujets schizophrènes. J'attire votre attention sur le fait que c'est inexact parce que ce n'est pas partagé socialement. Ça ne veut pas dire que la perception est typiquement erronée. C'est, à mon avis, des nuances importantes à faire par ailleurs. On pourrait donc dire, pour mettre un peu des mots phénoménologiques, que le FQO donne des indicateurs sur la maîtrise du sens commun, sur la capacité à dialoguer avec le sens commun, que le FQU donne une évolution ou voire une possibilité de révolution du sens commun. Il s'agit à ce moment-là de voir le monde de manière différente mais exacte, qu'on retrouvera chez les artistes, mais qu'on retrouvera aussi dans certains profils psychopathologiques comme le pervers, par exemple, qui, grâce à ses capacités d'emprise, voit le monde de manière différente, mais bien exacte, et il a contraint sa victime à le voir comme lui, et le FQ-, qui serait l'incapacité à rencontrer le sens commun, pour le dire avec Giovanni Stangelini, une pathologie du sens commun ou une perte du sens commun. Euh, alors, si ça vous intéresse, c'est des thèmes que j'ai un peu travaillé dans quelques articles, notamment dans l'évolution psychiatrique. Euh, alors, je vais peut-être pas détailler celui-ci, ça c'est chez le pervers, mais je vais pas le détailler parce que ça prendrait un peu de temps. Euh, 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 mais je voudrais, euh, allez, je vais quand même, non, je vais passer ceci aussi sur la perception schizophrénique. Je voudrais détailler un peu plus la perception schizophrénique avec ce protocole que je vais passer en revue avec vous pour vous montrer aussi un peu de manière un peu plus concrète ce que peut être un protocole de Rorschach. Et c'est le protocole d'un patient, le protocole de Rudy. Et donc, vous voyez ici, dans la colonne de gauche, ce sont les perceptions du sujet. Et puis, dans la colonne de droite, on repasse après le matériel, on remontre chacune des planches au sujet et on lui demande de nous expliquer, c'est ce qu'on appelle l'enquête, on lui demande de nous expliquer ce qu'il a vu et d'amener de la nuance dans ses perceptions. Pour chaque réponse, Rudy remet en cause sa perception, vous le voyez à travers les différentes couleurs, hein. Il dit extrêmement souvent « je ne sais pas », ça ne peut pas être ceci, ça ne peut pas être cela, ce qui est extrêmement rare. Au chat, c'est très rare que les gens doutent sur ce qu'ils perçoivent. Euh, euh, donc, soit ça ne peut pas être ça, je ne sais pas en bleu, ou l'argument de refus, ce n'est plus ce que j'ai vu, c'est une erreur. J'ai suggéré en analysant ce protocole que ce patient agissait par doute méthodique, que la règle implicite de fausse perception lui pose problème, car elle apparaît sur un mode explicite et ne peut se traduire que par est-ce que ce que je perçois est exact. La consigne sous-jacente de fausse perception, on en parlait tout à l'heure, est pour le sujet schizophrène, en tout cas en l'occurrence ici pour Rudy, devient explicite, oserais-je dire hyper réflexive, et peut aller jusqu'à rendre le test impossible, en sorte que le sujet ne parvient pas à donner une réponse, il n'arrive pas à trouver ces ingrédients sociaux qui permettent de jouer le jeu social, de dire ce que ça pourrait être. Et c'est le cas ici, puisque le protocole doit avoir au moins 14 réponses pour pouvoir être coté. Ici, on n'en a que 10. Et donc, si on suivait ça à la lettre, on dirait que c'est un protocole invalide dont on ne peut rien faire. Et c'était tout l'intérêt de publier un article sur un protocole invalide, mais qui me semblait dire des choses intéressantes. Le monde social et le test de Rorschach sont faits d'un ensemble de règles explicites et implicites. On comprend grâce au Rorschach que le problème du schizophrène, en tout cas de Rudy ici, n'est pas tant de percevoir des choses qui n'existent pas, mais plutôt de faire preuve d'une réflexivité excessive et d'interroger de façon explicite des phénomènes pré-réflexifs. Et là, on est vraiment dans les propositions les plus contemporaines du côté de la psychopathologie phénoménologique. On est très proche des travaux de Louis Sass sur l'hyperréflexivité. C'est ce qui empêche de proposer un test de Rorschach valide, car d'une certaine manière, il n'est pas assez fou
pour y participer, hein, pourrait-on dire. Et alors, je vous remontre peut-être quand même cette planche, puisque quel est le type de réponse typique qu'un sujet schizophrène peut donner aussi à une planche comme celle-là. Alors, on a vu tantôt tout ce qu'on pouvait voir. Hein. Vous pouvez y voir un papillon, une gueule de crocodile, je vous rappelle tout ça. Eh bien, typiquement, le sujet schizophrène pourrait dire qu'il voit une tâche. Et c'est assez intéressant de se dire que celui qui voit correctement le réel, c'est le schizophrène. Et celui qui ne le voit pas correctement, mais qui est dans le sens commun, c'est celui qui comprend la consigne implicite sous-jacente. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi des superbes travaux que je ne peux pas détailler ici sur les perceptions du masque dans le Rorschach. Il y a une série de références que vous pouvez trouver. J'avais en son temps aussi fait un petit texte sur ces superbes textes. Je recommande tout particulièrement. Donc, c'est un livre qui s'appelle La phénoménologie du masque à travers le test de Rorschach de Roland Kuhn, bien connu dans le monde de la phénoménologie. Et j'attire particulièrement l'attention sur la préface de Bachelard de l'édition française qui s'appelle Phénoménologie du masque, qui est à mon avis un vrai bijou, un vrai chef-d'œuvre sur l'être masqué, sur le visage. Et c'est très intéressant de voir comment on ne produit pas du tout une autre métapsychologie interprétative où on nous dit comment interpréter le masque. D'ailleurs, Kuhn dit dès le début, une définition, les interprétations du masque sont, ne peut exister, dit-il, mais il y a une réflexion sur l'expérience de la dissimulation qui est absolument, absolument fascinante à lire dans ce livre et dans les différents textes parallèles à ce livre, des commentaires de ce livre. Tout ça est dans les dias. Alors, je termine en deux dias sur ce que nous dit ce que le Rorschach nous dit de la psychologie d'aujourd'hui. Rorschach, le Rorschach fournit des informations sur la manière qu'a le sujet d'entrer en contact avec autrui et son environnement, sur les rapports que le sujet entretient avec lui-même, la place de ses émotions, plus fondamentalement sur sa manière d'entrer en contact avec la complexité. Hein. La complexité d'une tâche d'encre serait une sorte d'échantillon de la complexité du monde. Plus qu'un test projectif, on pourrait donc le qualifier d'une épreuve fonctionnelle perceptivo-discursive. Le Rorschach pourrait être considéré comme un échantillon de l'être au monde du sujet, comme si on procédait à une prise de sang. Pour analyser le sang, on n'analyse pas tout le sang de la personne, mais un échantillon. Et bien, on pourrait dire que c'est un outil qui nous permet de prendre un morceau du rapport avec le monde ou la conscience congelée, comme nous le disait Louis Sass tout à l'heure. La phénoménologie est probablement mieux adaptée, à mon avis, pour répondre aux problèmes théoriques et conceptuels présents depuis l'origine dans le projet du Rorschach. Et vous voyez que c'est un chantier qui demeure encore à faire. Hein. Ce n'est qu'une introduction que je vous donne ici. Bien que les méthodes qualitatives et sophistiquées permettant l'accès à l'expérience subjective soient aujourd'hui régulièrement préconisées, nous ne trouvons que peu d'études sur le Rorschach utilisant des méthodologies autres que quantitatives et statistiques dans des revues importantes. Et donc, il y a encore beaucoup de publications aujourd'hui sur le Rorschach, mais qui sont quasiment toutes des publications dans des logiques quantitatives sur des données statistiques. Pourtant, ces pistes que je viens d'évoquer aujourd'hui fournissent, je crois en tout cas, les perspectives méthodologiques qui manquaient à Rorschach, ou en tout cas une partie, une esquisse de celle-ci, pour développer ces idées et qui continuent à manquer au test aujourd'hui. Une dépendance excessive aux méthodes dites scientifiques me semble nuire aux opportunités de progrès dans un cas comme celui-ci. Il est à mon avis vital pour le Rorschach, mais sans doute aussi pour la psychologie et la psychiatrie telle que je l'entends en tout cas, de rester ouvert aux idées des approches méthodologiques mixtes qui appliquent à la fois la conception scientifique, quantitative et les méthodes qualitatives si nous voulons véritablement faire évoluer notre compréhension de l'humain et les possibilités d'une théorie fondée de l'expérience humaine. Historiquement, la psychologie, plus que toute autre discipline d'ailleurs, et je suis bien placé pour le savoir puisque j'y ai enseigné pendant de très nombreuses années, je l'enseigne toujours, plus que toute autre discipline en sciences humaines, a connu historiquement et connaît toujours aujourd'hui des périodes sombres où les universitaires s'engagent dans des guerres sur la primauté d'une méthode d'enquête sur une autre. Une tendance aussi excessive semble n'exister nulle part ailleurs dans les sciences naturelles. Les scientifiques comme les physiciens ou les chimistes ne se moqueraient-ils pas d'une discipline adhérant à des méthodes qui vont à l'encontre des objectifs de ce domaine ?
Il semble que la psychologie soit tellement désespérée d'être vue comme une science, au même titre que la biologie et la physique, que nous utilisons souvent des méthodes de ces disciplines qui n'engagent pas pleinement le type d'information sur l'expérience humaine que nous cherchons à comprendre. Ne serait-il pas raisonnable de suggérer que lorsqu'une discipline rencontre des problèmes méthodologiques, il convient de produire des effets d'ajustement et d'adaptation? Essayons peut-être, pour conclure, de retrouver l'humilité et l'ouverture d'esprit de la tradition suisse du Burgosli du début du XXe siècle, dans laquelle baignait Hermann Rorschach, en insistant sur le fait que, que les questions avec lesquelles a à traiter la psychologie nécessitent un engagement multidisciplinaire avec philosophes, cliniciens, neuropsychologues, artistes, écrivains et tout autre domaine des sciences humaines et du savoir. Enfin, la méthode du Rorschach est une entreprise vécue et enracinée dans le monde de la vie qui devrait aussi tolérer des parts d'incertitude, d'incompréhensible, d'insondable et d'invalidable, ce qui est évidemment dur à entendre pour le monde de la science. En quelque sorte, il s'agit de plaider pour la nécessité de la critique et de l'hésitation par rapport à son objet d'étude, par opposition à un scientisme confiant. Je cite Charles Bukowski dans une petite phrase que je trouve assez amusante. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, tandis que les plus stupides sont pleins de confiance. Et je termine avec cette superbe citation de Bachelard sur le Rorschach qui nous fera tous réfléchir. Au fond, un visage humain, c'est déjà une planche de Rorschach. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme. Alors, c'est le moment de l'échange où on peut pouvoir discuter tous ensemble. Est-ce qu'il y a Moi, des questions? ouais, moi je veux bien commencer. Je sais pas si ça marche ou pas, si vous Ah ouais, on m'entendez. t'entend. Ouais. On t'entend. Bon, merci beaucoup, Jérôme. C'était vraiment très chouette. J'avais pas saisi, moi. Enfin, je connais très mal hein, le Rorschach et tout ce que tu annonces de la question du mouvement et des liens avec la phéno et avec Husserl à partir de ce point-là, c'est vraiment très joli et très riche. Tu citais en tout début, je ne sais plus si c'était ses travaux de thèse ou la collaboration avec Bleuler, mais la question des hallucinations réflexes, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est aussi en lien, comme tu semblais un peu l'annoncer, avec les tâches hein, Enfin voilà, te poser cette question-là déjà. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, Rorschach, ce qui le fascine déjà dans sa thèse, alors je n'ai pas lu sa thèse, il se fait qu'elle vient d'être traduite en français, mais il y a vraiment très très peu de temps et elle n'est pas encore publiée, mais j'ai accès à des âmes bienveillantes de la Société du Rorschach me l'ont envoyé, donc je n'ai pas lu sa thèse complète, mais en tout cas, Rorschach, il y a vraiment cette idée chez lui, qui à mon avis, et c'est vraiment là-dessus qu'il consacre ses travaux, c'est de différencier. En fait, il ne se satisfait pas de la théorie d'hallucination. Et il est vraiment convaincu que la perception schizophrénique, bien sûr, il y a des hallucinations, indiscutablement, qui ont été décrites, mais elles sont finalement d'abord pas systématiques chez tous les patients et finalement relativement rares, en tout cas pour la plupart des patients. Elles sont d'ailleurs rarement visuelles, soit dit en passant. Et Rorschach estime que c'est insuffisant de considérer l'expérience perceptive schizophrénique à travers ces hallucinations, mais bien plus comme le fait de... alors là, je sais pas exactement si Rorschach l'aurait dit comme ça, mais en tout cas, à la suite et à la suite de ces travaux, on peut dire comme ça, comme le fait de avoir un rapport de perception au monde qui est différent, mais qui ne va pas nécessairement porter sur des objets ou sur des stimuli erronés, mais des stimuli qui sont erronés d'un point de vue de l'adhérence sociale. Ce qui est assez, je vois, tu dis d'ailleurs à qui je dis bonjour, que je n'ai pas encore salué, mais je pense aux travaux sur l'assaillance aberrante dont on a déjà beaucoup discuté, enfin, quelques fois, et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment la perception de stimuli qui sont bel et bien présents,
mais qui ne vont pas recueillir la perception, qui ne vont pas recueillir l'adéquation sociale et qui seront seuls à voir, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents. Et Rorschach, il y a vraiment cette intuition-là, et c'est un peu ça qu'on retrouve chez lui, en tout cas, autour de la notion d'hallucination réflexe. Et moi, ce que je suis surpris dans cette approche phénoménologique que persiste malgré tout le fait qu'on n'arrive pas à se décroter du fait qu'il y aurait une perception à avoir et du fait qu'il n'y ait pas une perception à avoir. Tu vois, il y a quelque chose d'une dichotomie dans toutes les interprétations entre le avoir et le pas avoir, et que c'est comme si l'interprétation du psychothérapeute, enfin du psychiatre phénoménologue, du psychologue phénoménologue serait dans cette tension entre le voir et le pas avoir, alors que j'ai l'impression que la phénoménologie nous emmène à dépasser ce avoir, pas avoir, pour aller chercher dans les pareidolie directement, dans ce qui va être vu, quelque chose de la structure, enfin, je sais pas si on peut parler de structure, de quelque chose de la dimension anthropologique, phénoménologique, de l'expérience derrière, quoi. Mais tu vois, c'est... Enfin, moi, je suis évidemment d'accord avec ça, hein. Alors, évidemment, la difficulté du Rorschach, c'est que ça touche sur le voir, Mm, sur le visible. Euh, 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 alors, peut-être qu'on pourrait dire quand même que d'abord, mais vraiment dans, dans la logique de ce que tu nous donnes, c'est que la phéno, elle insiste bien sur, enfin, je trouve, la perte de l'évidence naturelle, elle est très claire, c'est-à-dire que c'est verbalisé par le sujet, par la patiente de Blankenburg, par Anne Naro, et elle décrit avec beaucoup de nuances précisément le fait qu'elle a plus cette évidence qui permet d'être en adhérence avec le monde de la même manière que les autres. Et c'est clair que dans le Rorschach, on va donner la focale, on va mettre la focale sur la question perceptive. Mais ce que tu dis est exact. Moi je suis tout à fait d'accord. Ça pose aussi toute la question de la norme. mm. On pourrait même dire après, ben alors, de ce qu'est une pathologie, et c'est aussi des débats aujourd'hui, hein, c'est au fond, est-ce que c'est si problématique de voir le monde différemment des autres d'une certaine manière, quand on voit quel est l'état dans le monde, du monde dans lequel il est, on peut en tout cas se poser la question d'une certaine manière. Mais je trouve que derrière la norme, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes là-dessus, et notamment du côté du Rorschach, c'est une des grandes difficultés, c'est que euh, qu'est-ce qui permet de dire que ce qui est vu est un phénomène ordinaire, avec la réponse O, un phénomène euh, donc perceptible mais rare, donc inhabituel, ou un phénomène erroné. Et ce qui est très étonnant, c'est que la réponse d'Exner, en bon scientifique, il dit c'est purement statistique. Donc ils ont fait passer le protocole à plusieurs milliers de personnes, et si la réponse n'a été vue par personne, c'est qu'elle n'est pas perceptible. Hein, c'est qu'elle n'est pas perceptible. Et alors, donc ça, en tout cas, c'est qu'elle n'est pas haut, c'est qu'elle n'est pas ordinaire. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que dans les réponses inhabituelles, là, Exner dit il faut changer le critère, puisque comme c'est inhabituel, par définition, on ne peut plus utiliser ça. Et là, de manière très arbitraire, il a pris trois experts indépendants qui n'étaient pas lui, Ah, il a pris d'accord. trois experts, et il a dit on va demander à trois experts est-ce que, objectivement, vous voyez quand un type voit ce que personne ne voit, est-ce que vous le voyez ou pas? Et ces trois experts ont dû le faire. Et Exner va plus loin parce qu'il dit si jamais ces réponses que vous donne le sujet ne sont pas répertoriées dans le manuel, vous devez vous-même être un expert et vous devez, en âme et conscience, juger pour dire si c'est une réponse U inhabituelle ou moins. Ce qui peut avoir une grande incidence d'ailleurs sur le protocole en tant que tel. Mais donc on voit très bien qu'on a une grande difficulté de faire avec la norme et au fond avec le sens commun et à établir ce sens commun et que Rorschach est un peu balbutiant par rapport à ça. En fait, il n'y a pas évidemment de méthode satisfaisante en la matière. Et ce qui est un peu embêtant avec Exner, c'est qu'Exner, il dit qu'il a résolu le problème. Avec les chiffres, on a résolu le problème. Ce serait probablement plus honnête de dire que ça reste fragile, quoi. Mais toi, en tant que phénomène, en fait, en passant par la norme statistique, on fait du Rorschach à travers un cadre interprétatif de psychologie plus ou moins quantitative, etc. Toi, en tant que phénoménologue et psychothérapeute, enfin psychologue phénoménologue, quel est le geste d'interprétation phénoménologique que tu fais face à à la projection, enfin à la perception
tu vois ce que je veux venir à avoir, à essayer de sentir quel est ce geste qu'un phénoménologue fait face à ce qui se dit du patient quand il dit quelque chose sur la tâche qui est qu'une tâche, mais à qui on demande de dire autre tâche. Tu vois, comment tu Ouais. fais du coup pour développer une méthode phénoménologique face à ce contenu? Tu vois, parce que généralement, en tant que phénoménologue, quand on fait les cours de psychopathologie, en fait, on vient chercher, tu vois, la perte de l'élan vital, le truc, on part de ça pour dire anthropologiquement, et puis dans l'expérience, ça met en mots certains éléments que dans la rencontre, on sent à travers la rencontre avec un patient schizophrène, dépressif, ça. Mais alors, tu vois, celui qui n'a jamais fait l'expérience d'aller voir le test de Rorschach, qu'est-ce qu'on sent? Comment tu fais? Ben, c'est évidemment difficile de répondre à cette question-là parce il faudrait qu'on ait ensemble beaucoup plus de maîtrise du Ouais, test pour que je puisse développer tout ça. Mais ce que disait justement Christian Mormon, qui est la personne qui m'a appris le test et qui est toujours bienveillant et actif et avec qui je discute encore souvent du test, euh, euh, il dit toujours quand on analyse un test de Rorschach, et je suis assez d'accord, on fait toujours une analyse dite classique, c'est-à-dire chiffrée, protocolisée, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle dans la tradition française le psychogramme et dans la tradition américaine et exnérienne euh, le résumé structuré. Et une fois qu'on a tous ces chiffres-là, il y a des clés d'interprétation qui existent, qui sont codifiées dans des manuels, etc. Mais ce que dit Mormon, et je dirais volontiers la même chose, c'est qu'il dit, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à travailler. Et donc, on a alors la base et on peut commencer à travailler. Alors, c'est évidemment difficile de pouvoir un peu redire tout ça, mais je dirais en tout cas que ce qu'on fait notamment, c'est qu'on produit un travail à ce moment-là. Jusque-là, c'est un travail qui est fait relativement à l'aveugle, c'est-à-dire que jusque-là, il est presque un peu machinal. Alors, c'est pas tout à fait juste de dire ça, mais et à partir de là, il y a un travail de va-et-vient, de méthode progressive, régressive, où on va vers la clinique et vers les hypothèses psychopathologiques euh, 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 sur la manière qu'a le sujet de rentrer en contact avec le monde, avec, euh, de s'autoconsidérer, de produire un discours sur lui. Et puis, on va rechercher des données et on va constamment faire ce travail d'étirement entre le discours et ce qu'on a pu observer du sujet et les dimensions plus objectives que le test donne, euh, en ayant à l'esprit que le Rorschach va nous donner euh, peut-être c'est un élément, j'avais pensé rajouter ça, mais il y avait déjà trop, mais je pense aussi que le Rorschach, il nous donne une sorte d'atmosphère de l'expérience du sujet. Et c'est vrai que quand tu fais passer un Rorschach un dépressif, il te donne des réponses tristes. Tu vois, il est dans quelque chose de... Il y a quelque chose... Et en fait, il y a un tel degré de complexité dans la perception que le sujet, et ça va bien au-delà de la question de simuler ou pas simuler, il est dans une sorte euh, de, de, euh, de transaction entre lui et l'objet qu'il est en train de voir, et il témoigne de son monde intérieur, de son vécu atmosphérique, ambientiel, pour le dire avec des goûts, etc. Et on retrouve un peu ces éléments-là. Alors, c'est un peu difficile à expliquer parce qu'on peut alors les normer avec une série de cotations en disant, ben voilà, tel type de cotation, le fait de voir, par exemple, certains types d'estompages vont indiquer tel élément traditionnellement. Et on va pouvoir. Et donc, tu veux, moi, je crois beaucoup en cette idée de va-et-vient entre la. Deleuze, il a un concept, il a une notion intéressante. Il parle de concept actif et de concept passif. Et il dit un concept passif, c'est un concept qui ne change pas. Un concept actif, c'est un concept qui change, qui est une sorte de paradoxe. Et donc, bon, si tu sais ce qu'est la pesanteur, quand tu rencontres quelqu'un, le fait qu'il soit dans son expérience de pesanteur ne va pas t'amener à remettre en question la pesanteur. Eh bien, Deleuze disait, en sciences humaines, il y a quand même régulièrement des concepts où si tu sais ce qu'est l'expérience délirante, ben, si tu rencontres un grand délirant, c'est pas toi qui auras raison malgré tout ce que tu sais, tu vas remettre en question ta connaissance de l'expérience délirante. Et c'est un peu ça le Rorschach, c'est-à-dire qu'on a une série d'éléments qui nous permettent de nous positionner, mais le paradoxe, c'est que des éléments qui sont parfois très sûrs
ils vont parfois, on va parfois les réinterpréter parfois de manière tout à fait différente, mais en leur donnant en donnant une cohérence dans une logique qui est au fond très proche de ce qu'on utilise aujourd'hui dans les analyses qualitatives, hein, où on dit, mais voilà, c'est bien sûr que si on met 10 psychologues autour de l'analyse, les 10 ne fourniront aucun la même interprétation, mais on produit un savoir à propos de ça. Et dans la question du Rorschach, on pourrait dire qu'on fait comme ça. Pour donner un exemple précis, euh, euh, j'ai été amené à faire pas mal de Rorschach dans le monde des expertises et dans le monde judiciaire. J'ai eu l'occasion d'en faire un chez un grand pervers délinquant important enfin, comment dire, ayant commis des faits vraiment dramatiques. Et ce Rorschach mettait en évidence une série d'indices qu'il était assez tentant, alors avec argumentation, etc., mais de relier à la question de l'emprise, par exemple. Et par exemple, bah, c'était quelqu'un qui percevait, c'était très marquant, énormément dans les perceptions, dans les planches, des îles ou des cartes géographiques. Et il n'y a pas de clé interprétative pour dire ce que c'est dans le Rorschach, mais on sait qu'on peut coter GE, c'est géographie, et qu'il y a de temps en temps une ou deux perceptions géographiques. Sauf que lui, il en avait 5, 6 dans le protocole, et qu'elles étaient tout le temps hyper investies, que la personne donnait beaucoup d'importance à cela. Et ça me semblait assez évident que ça correspondait assez bien à sa maîtrise de l'expérience territoriale, alors qu'on pouvait nuancer avec justement ces perceptions U qui étaient très élevées, donc qui percevaient le monde. Et donc, si tu veux, on ne fait jamais, il y a aussi une autre règle, c'est qu'on ne fait jamais des hypothèses déconnectées, c'est-à-dire il n'y a jamais une donnée qui va permettre de donner une interprétation, c'est une agglutination de données qui vont permettre progressivement de donner un ensemble qui se tient, mais qui demeure, c'est un peu la conclusion de mon intervention, fragile, discutable et heureusement bien sûr qu'il y a aussi à côté de ça des tests plus objectifs qui ont eux-mêmes aussi leurs problèmes d'objectivité d'ailleurs, mais qui ont quand même et c'est intéressant évidemment, mais le grand problème c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'universités qui interdisent l'enseignement, par exemple, du Rorschach ou qu'on enseigne dans les facs de philo, mais plus dans les facs de psycho. Et je trouve que ça, c'est vraiment regrettable parce que c'est une perte, à mon avis, quand même assez remarquable. Et je n'ai jamais vu un outil qui permettait de rencontrer les choses de manière aussi subtile. Ouais, ouais, on est d'accord hein, sur le fait qu'à travers le refus du test de Rorschach, en fait, on met de côté tout un pan du travail interprétatif phénoménologique et c'est ce que tu portes à la fin de ta présentation et c'est Ouais. super. Tu dis, j'avais vu que tu avais enlevé ton micro pour le remettre, je sais pas si t'avais- Non, en t'écoutant, là, par rapport à ta question, Jean-Arthur, je me disais qu'il faudrait peut-être faire passer des tests de Rorschach à ceux qui examinent des tests de Rorschach, comme ça on pourrait Oui, c'est essayer ça. Mais d'avoir C'est des des choses profils que, ouais. c'est des choses interprétatifs, qui ont été faites, hein. Ah oui. j'imagine. On en a fait des workshops dans tous les sens et dans toutes Et il les- vaut mieux connaître le patient ou pas? Enfin, est-ce que c'est le test Rorschach, il y a un principe de dire ça se fait que quand on a fait l'entretien clinique ou ça peut se faire chez quelqu'un qu'on connaît pas du tout, on dit bonjour monsieur, voilà le test de Rorschach. Oui, alors il y a pas d'immense incidence dans un cas comme dans l'autre. Alors on pourrait dire que D'accord. mais comme toute forme d'acte diagnostique ou expertal, si tu fais si tu suis un patient depuis 10 ans, tu sais même plus très bien quel est son diagnostic d'une certaine manière. Enfin, j'exagère un peu, si, Hmm. bien quand il est schizophrène, mais quand tu as un patient que tu suis en consultation depuis longtemps, et donc on pourrait dire que c'est quand même assez compliqué, c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment très bien, mais généralement, c'est pas dans ces cas-là qu'on est amené à faire un Rorschach. Enfin, quoique, parfois, il y a des patients qui disent, ah, mais j'ai appris que vous faisiez le Rorschach, ça fait plusieurs années que je viens, est-ce que vous accepteriez de me faire le test? Et ça peut avoir du sens. Mais la plupart du temps, ça se fait plutôt, alors c'est plutôt dans des contextes d'expertise au sens très large du terme. Moi, je ne fais pas de Rorschach au début de mes psychothérapies quand je reçois mes patients en consultation. Je le fais quasiment systématiquement dans les expertises. Et c'est souvent au début de l'expertise, mais pas après 4 secondes. On prend évidemment toujours une demi-heure, trois quarts d'heure d'échange où on rencontre la personne. Soit on le fait au premier entretien, soit on le fait au deuxième. Est-ce qu'il y a des questions? Il se fait tard et on va peut-être aller progressivement vers la conclusion, mais donc est-ce qu'il y a des questions? Non? Michel, tu dis on s'arrête là peut-être? Oui, très bien. Ouais. Merci beaucoup, Jérôme. Un grand merci, Jérôme. Ouais. Et c'est moi qui vous remercie. Merci. Euh, Et à l'école d'été, du coup, on va se voir.
Mais absolument, absolument, absolument. Je m'en réjouis beaucoup. Ouais. Et demain, on diffuse l'appel à communication du colloque de Belgique. Et on le diffuse sur Ah, le mailing list du DU. Ouais, ok. absolument. Je vous embrasse, à bientôt. Merci À les amis. bientôt. Au revoir à toutes Bonne et Ciao. tous. À soirée. bientôt. Au Au revoir. revoir.